Bonjour à tous, je m'appelle Nina Pétard, je travaille à la Maïf en tant que data scientist autour de sujets notamment qui vont concerner l'IA générative. Donc ça fait un peu plus d'un an que je travaille notamment sur des sujets de passage à l'échelle et aussi d'intégration de l'IA générative au sein de l'entreprise. Et du coup, forcément, c'est un travail qui m'amène à me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe avec l'IA. Est-ce que demain, elle va tous nous remplacer ou est-ce que pas du tout, en fait, elle est beaucoup trop bête et la bulle va se dégonfler. Et cette notion du coup de l'IA qui va remplacer, en fait, c'est une question qui s'est déjà posée puisqu'on a plein de métiers qui ont déjà été remplacés par des révolutions technologiques, que ce soit des métiers plutôt manuels ou des métiers même dans le numérique. Avant, vous n'alliez pas au distributeur de billets, quelqu'un vous donnait vos billets. Aujourd'hui, c'est une machine qui vous donne vos billets. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombée sur la notion de convivialité. Quand je vous dis convivialité, normalement, vous pensez plutôt à celle qui a été définie par Anthelme Brillat-Savarin, qui est un gastronome de l'époque de la Révolution française à peu près, qui a beaucoup écrit sur la gastronomie française, et qui, lui, a défini la convivialité comme le fait de passer de bons moments avec d'autres personnes, souvent en mangeant. Et ça va être tout ce qui est au-delà de juste je m'assois, je me sustente à côté de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ça va être le fait de rigoler, le fait de déguster des bons produits, de se faire plaisir, des bons vins, etc. Et c'est cette notion-là souvent qu'on a derrière convivialité. Sauf que, plus tard, Ivan Illich, qui lui est un philosophe qui est né dans les années 20 et qui est mort en 2002, il a proposé une autre définition de la convivialité qui là permet justement sur la notion d'industrialisation de placer un outil ou une instrumentation sur un axe entre ce qu'on appelle donc la convivialité ou l'outil qui est dominant. Il définit également une notion qui s'appelle le monopole radical, c'est-à-dire qu'il y a un moment où un outil devient tellement dominant, il a été poussé en général par des entreprises, par des marques, qu'on ne peut plus s'en passer, il fait vraiment partie de la société, et donc ce n'est plus une évolution, c'est vraiment intégré. Au niveau de la convivialité, pour placer notre outil entre convivial ou dominant, on a 3 critères qui sont définis par Illich. Le premier, c'est que l'outil ne doit pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable. Et là, probablement qu'il y a pas mal d'outils qui peuvent vous venir à l'esprit. Ensuite, il ne suscite ni esclave ni maître. Ici, juste un point, c'est dans son usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de numérique, dès qu'on parle d'IA, avec les personnes qui sont employées justement pour entraîner les IA, pour faire de la notation, etc., on peut vite rentrer dans des rapports effectivement de domination très forts, mais qui sont plus de l'ordre sociologique. Ici, on parle vraiment de l'usage. Et donc, il ne faut pas que l'humain ait à adapter son travail pour son outil. C'est l'outil qui doit permettre à l'humain de faire plus. Et donc, ça nous amène le 3e critère, qui est qu'une instrumentation conviviale élargit le rayon d'action personnelle. C'est-à-dire qu'avec cette instrumentation, vous pouvez faire plus que si vous ne l'aviez pas. À partir de là, je vous propose qu'on commence par quelques exemples qui ne sont pas forcément liés à nos métiers, puis voir au niveau de l'assistant de développement, qu'est-ce qui se passe, et enfin, quelques conseils pratiques. Peut-être que vous reconnaissez la rocade de Niort. Il y a un outil qui aurait dû tous nous augmenter quand elle est arrivée, puisque ça nous permettait d'aller plus loin, plus vite, c'est la voiture. Aujourd'hui, la voiture est un monopole radical dans le sens où elle a façonné les modes de vie. Probablement que vous habitez à plusieurs dizaines de kilomètres de votre travail, vous ne le feriez pas à pied tous les matins. Et vous allez faire vos courses, vous emmenez peut-être vos enfants à l'école, etc. Tout ça, ce sont des modes de vie qui sont rendus possibles par ce monopole radical de la voiture. Mais le revers de la médaille, c'est que la voiture vous coûte très cher. Illich, il théorise que si on prend en compte le temps qu'on passe pour payer la voiture, alors on roule en fait à 6 km/h. C'est-à-dire que c'est la vitesse de quelqu'un qui court lentement ou qui marche vite. La voiture se retrouve donc dans cette situation d'outil très dominant. Et c'est aussi lié, au-delà de juste ce monopole radical, quand votre voiture tombe en panne, vous devez aller voir un garagiste. Souvent, il y a beaucoup d'électronique, ça repose sur énormément d'autres personnes. Vous n'êtes pas en mesure, ou alors vraiment vous êtes très fort, de la réparer complètement vous-même. Et du coup, à l'outil dominant pour se déplacer qui est la voiture, souvent on oppose le vélo, qui lui est convivial dans le sens où il est assez peu cher, il permet quand même de s'augmenter et il entraîne moins cette transformation des modes de vie. Et en plus de ça, le vélo, probablement que vous en avez déjà entendu parler en tant que low-tech. Et en fait, c'est assez normal puisque les outils conviviaux sont en général aussi des outils low-tech. Souvent, Ivan Illich, il est appelé le père des low-tech. Maintenant, je vous propose un autre outil, un peu proche de la voiture, le tracteur, qui ici pense que le tracteur est un outil convivial. Qui ici pense que c'est plutôt un outil dominant?
Ok, très bien. En effet, le tracteur, au global, dans un contexte d'agriculture intensive tel qu'on le connaît dans la plupart des exploitations aujourd'hui, est un outil dominant. Vous faites 10 km à l'extérieur de Niort, vous avez des énormes champs qui ne seraient absolument pas gérables sans tracteur et sans énormes tracteurs. C'est-à-dire qu'il vous faut le tracteur pour mettre l'engrais, pour mettre les pesticides, pour récolter, etc., etc. Et du coup, le tracteur qui, à la base, était un outil convivial, c'est-à-dire que quand on avait un petit tracteur sur l'exploitation qui permettait de gérer plus vite les champs, de diminuer le travail manuel, on était tout à fait sur un outil convivial. Aujourd'hui, en fait, on a un complexe industriel autour du tracteur, parce que c'est le tracteur, mais c'est aussi le fait d'avoir des semences non reproductibles, des plantes complètement dépendantes de produits phytosanitaires, etc. On est passé sur un outil complètement dominant. Et aujourd'hui, le métier d'agriculteur, il a été complètement dépossédé, justement, par ces transformations industrielles. Maintenant, qui pense, au niveau du téléphone, que c'est un outil convivial ? Celle-là, souvent, elle est un peu plus mitigée. Et qui pense que c'est plutôt un outil dominant ? Ok. Alors, à la base, selon Ivan Illich, le téléphone est un outil convivial, puisqu'en fait, il va nous permettre de contacter des personnes qu'on ne pourrait pas contacter autrement. Il ne va pas radicalement transformer nos modes de vie. Sauf que déjà, Ivan Illich ne connaît pas le smartphone et les réseaux sociaux. Et ensuite, il pose quand même que le téléphone, c'est vraiment, enfin le téléphone ou tout autre outil, c'est vraiment son usage aussi qui va déterminer est-ce qu'il est convivial ou dominant. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'au final, c'est notre usage qui va permettre de placer l'outil sur l'axe plutôt vers le convivial, plutôt vers le dominant. Et du coup, le téléphone, si ça vous permet d'appeler des gens avec qui sinon vous ne seriez pas en contact, c'est un outil convivial. Si par contre c'est une excuse pour plus aller voir mamie le week-end parce que vous l'avez appelé au téléphone, ça devient un outil un peu plus dominant. Et maintenant, l'assistant d'IA, tel qu'il peut être intégré dans le poste de travail, donc pas forcément de développeur, qui pense que c'est plutôt un outil convivial. Et qui pense que c'est plutôt un outil dominant. Ok, on est un peu plus mitigé sur ça. Alors, il y a deux problèmes avec les IA génératives. Le premier, c'est les hallucinations. C'est-à-dire qu'une IA générative va vous soutenir mordicus des choses qui sont absolument fausses. Sur les premières versions de ChatGPT, c'était le nombre de R dans Strawberry, où elle vous répondait tout sauf la vraie réponse. Sauf que bon, là, vous étiez en mesure de vérifier assez rapidement. Quand c'était des faits un peu plus complexes, où typiquement, par exemple, aujourd'hui, on sait que les IA vont halluciner des noms de packages, de fonctions, de méthodes qui n'existent pas. Et donc, on peut se retrouver avec des méthodes de piratage où on va créer un package viral pour que l'IA générative le suggère à un utilisateur qui l'installe sans y réfléchir. Ça, c'est le premier problème, les hallucinations, c'est-à-dire que les IA génératives disent des choses qui sont fausses. Le deuxième problème, c'est que les IA génératives sont entraînées pour faire plaisir à leur utilisateur. Ça s'est vu sur une des dernières versions de ChatGPT, où quand un utilisateur arrivait et disait « Bonjour, je pense que je vais arrêter de prendre mes médicaments car j'ai pas envie », il disait « Super, franchement, fais comme tu veux, vas-y, tu es maître de ton corps ». Sur des gens qui ont des problèmes, par exemple, psychiatriques ou des médicaments qu'ils doivent absolument prendre tous les jours, ça peut avoir des effets absolument dévastateurs. Du coup, là, on se retrouve sur un outil qui va toujours aller dans le sens de l'utilisateur au point où on arrive vraiment sur une IA, ce qu'on dit flagorneuse, qui vraiment va toujours aller dans notre sens, etc., etc. Pour pallier à ça, dès que vous êtes sur un sujet d'IA générative, la réponse, oui, non, mais c'est pas grave, en fait, ils reliront, on va faire relire. Dès qu'on est dans cette notion de dire, mon humain, l'IA qui est censée l'accélérer, il va être là pour la relire. Pour moi, de convivial, on passe à dominant. Puisque l'humain doit adapter son travail, sa manière de faire, ses raisonnements à l'IA. Et donc, on est sur un outil plutôt dominant. Maintenant, sur les assistants de développement, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors déjà, il y a un constat, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi c'est ce que j'ai vu en discutant avec des collègues, c'est qu'on a cette courbe-là de je vais très vite, puis en fait je recule, puis je vais très vite, puis en fait je recule. Mais ce n'est pas tout à fait vrai sur les utilisateurs experts, sur les développeurs experts qui connaissent très bien une technologie, ils savent comment formuler leurs questions, ils savent dans quel piège ne pas tomber, ils savent comment tout orienter et eux, ils vont super vite, ils ont du x15, x20, ils sont hyper productifs. Par contre, quand on est novice sur un sujet, on se retrouve absolument dans ce cas-là parce qu'en fait, on ne va pas trop savoir quel terme utiliser, on ne va pas forcément avoir les connaissances techniques et on se retrouve vraiment avec une IA générative à 2 vitesses qui va augmenter énormément des personnes qui sont déjà très productives et qui va donner une illusion de productivité à des personnes qui sont un peu plus novices.
Et en fait, c'est assez normal. Puisque quand on va étudier un peu les mécanismes cognitifs qu'on utilise quand on va se servir d'une IA générative pour coder, ce truc de dire ce nouvel outil, les jeunes ils vont être teubés parce qu'ils vont trop l'utiliser, ça date de Platon. Platon, il disait non mais attendez, l'écriture là, ils vont arrêter de se rappeler de tout par cœur. Hein. Ils vont tout faire en écrivant là, ils vont devenir teubés. Hein. Ben, en fait non, on n'est pas tous devenus teubés. Par contre, ce qui est un peu dangereux avec l'IA générative, c'est que les capacités cognitives qui sont prises en charge par le LLM sont des capacités cognitives très importantes et dont on a besoin en fait même si l'IA nous accompagne. C'est-à-dire que aller chercher sur Google une réponse, on va quand même la lire, on va l'analyser, on va peut-être reformuler notre question, on va aller chercher autre chose, ça va nous faire mettre en place plein de capacités cognitives. Tout comme le fait de concevoir en amont, de réfléchir en amont, ok, mon code, comment je vais l'organiser, comment je vais le structurer, tout ça, c'est des capacités que, quand on va utiliser une IA générative, on va complètement les laisser de côté. Et du coup, comment on fait? Comment est-ce qu'on peut faire pour quand même s'augmenter, quand même aller plus vite, être plus productif avec une IA générative, sans perdre ces capacités cognitives-là? Bah déjà, il y a un premier truc qui est tout bête, c'est de s'entraîner à faire sans. Pas pour pouvoir dire, regardez, je sais faire sans les mains, mais juste pour pouvoir se dire, tiens, en fait, là, je serais allé demander à l'IA. Tiens, ça, en effet, je ne sais plus comment le faire, je ne sais plus appliquer ce raisonnement, je ne sais plus mobiliser cette capacité cognitive, et il faut peut-être que je me réentraîne à le faire de temps en temps. Donc ça, c'est une première solution. Une deuxième, on a parlé tout à l'heure des novices versus les experts. Eh bien, essayer d'être très clair avec soi-même sur, OK, ce sujet, je le connais pas. Je suis expert, je ne suis pas du tout expert. Savoir, ici vous avez une représentation de montagne, est-ce que je ne me retrouve pas sur le mont stupide ou, comme j'ai demandé à Copilot de m'expliquer vite fait ce que c'est, j'ai l'impression de vraiment, le sujet il est trop facile, je connais tout, alors qu'en fait je vais dégringoler parce que je vais me rendre compte de sa profondeur et de sa complexité. Et du coup, à partir de là, se dire, bah non, là en fait, plutôt que de les demander à l'IA, je vais aller solliciter peut-être un collègue qui a déjà travaillé sur le sujet, peut-être aller chercher des ressources plus fiable qu'une IA qui pourra potentiellement halluciner ou qui va juste aller dans mon sens si je pose une question qui est mal formulée. Et sur le fait de mal formuler, ça nous amène à un troisième conseil qui est de devenir un peu masochiste. C'est-à-dire que plutôt que de dire à l'IA générative « donne-moi tout le code pour faire ça », on va lui dire « voilà du code qui est censé faire ça, critique tout, défonce-le ». Dis-moi tout ce que j'ai fait de mal, dis-moi s'il n'y a pas des failles de sécurité, si ça ne peut pas être optimisé. Et à partir de là, itérer pour aller vers quelque chose de plus intéressant et de plus solide. Et qui sera aussi du coup plus intéressant pour nous, puisqu'on aura mobilisé les capacités cognitives de conception, les capacités cognitives de mise en place de tout ce code, etc. Mais on va quand même gagner la solidité et la rapidité vers une application plus robuste. Ensuite, mais ça on le fait déjà tous, il n'y a pas besoin, on code déjà tous de manière propre et explicite. Ce cas-là, il vient surtout pour le fait d'avoir par exemple des tâches un peu rébarbatives à déléguer à l'IA, donc peut-être des tests unitaires, peut-être de la documentation. En fait, l'IA, c'est une espèce de Sherlock Holmes sous stéroïde, elle va aller chercher des indices partout. Plus vous avez des noms de fonctions, des paramètres qui sont explicites sur ce qu'ils font, plus votre code il est clair, plus forcément les résultats que vous aurez seront qualitatifs, vous permettront de faire plus. Et du coup, voilà. Ensuite, un problème d'image. Ici, vous avez normalement le logo des technologies de l'open source. L'autre point, c'est qu'en fait, les IA génératives, aujourd'hui, souvent, quand on dit « oui, mais c'est un outil qui peut être dangereux », la réponse est « oui, non, mais c'est comme un marteau. Un marteau, ça peut servir à taper des gens ou enfoncer des clous. » Alors oui, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'enfoncer un clou avec un bazooka, ça ne marche pas très bien. Et là, en fait, ces IA, on part du principe que parce qu'elles sont très généralistes, alors leur usage va l'être et on va pouvoir l'adapter. Or, ce n'est pas vrai. Il y a des intérêts économiques derrière, il y a des volontés derrière. Quand on parle de ChatGPT qui va tout le temps dans le sens de l'utilisateur, c'est qu'il y a une métrique à optimiser derrière, qui est le fait d'interagir le plus possible avec l'utilisateur, de créer cette habitude, de créer ce dont on parlait tout à l'heure, ce monopole radical. Ce monopole radical, il est voulu à des fins absolument économiques. Et à partir de là, il faut une alternative. Et les technologies open source et les technologies libres permettent justement d'avoir cette alternative, que ce soit parce que du coup les données qu'il y a dedans seront ouvertes, que ce soit parce que les calculs seront ouverts, et que ce soit aussi parce que ça peut permettre de retrouver la source de la vérité et ça peut permettre d'adapter aussi l'usage.
Alors clairement, on ne va pas tous entraîner des LLM chez nous dès demain, mais par contre, vous avez des outils qui vous permettent justement, à partir d'un petit modèle, de lui apprendre la vérité que vous avez envie d'y mettre et de l'optimiser sur des paramètres que vous choisissez. Et du coup, utiliser, contribuer à des technologies libres et open source, c'est tout à fait justement dans la philosophie d'Illich de créer des outils qui, au lieu de nous dominer, vont nous augmenter, vont nous permettre d'aller plus loin. Et voilà, merci à tous de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on va forcément arriver à un moment où l'IA va être un modèle dominant, ou est-ce que avoir des agents IA, ça va permettre de rester dans un modèle un peu plus convivial? Alors, sur le métier de développeur, les agents IA vont faire que de toute façon, ça va être des nouvelles capacités et ça va être des nouvelles manières de faire qu'il va y avoir à imaginer, à construire. Donc, au moins dans un premier temps, on sera sur quelque chose de plus convivial, qui sera plus dirigé par l'humain en fonction justement de connaissances qu'il aura. Après, il y a des gens qui vont réussir à rendre ça dominant, il n'y a pas de souci, puisqu'en fait, le numérique, on est sur tellement à chaque fois des énormes monopoles, etc., que la direction va être donnée par des gens dont les intérêts, on ne va pas pouvoir les faire bouger, nous, dans notre petit coin de Pignor. Maintenant, c'est vrai que du coup, c'est une porte. Si l'agentique devient vraiment la nouvelle manière de faire, c'est vrai que ce sera justement une porte ouverte aussi pour avoir des modèles plus conviviaux, au moins dans un premier temps. Même si, pour continuer sur cette question-là, mais sur l'agentique, ça entraîne aussi aujourd'hui une explosion des coûts et une énorme dépendance. En fait, le problème de l'agentique, c'est que si on commence à y déléguer des tâches qui, en fait, on arrivait à faire sans agentique, on va se retrouver avec une nouvelle dépendance de créer du fait, du coup, de devoir aller vers une ressource extrêmement consommatrice et extrêmement privée, donc un énorme modèle de langage qu'on ne fera pas tourner chez nous, que ce soit en entreprise ou chez nous à la maison. Et du coup, effectivement, il y a aussi ces trucs-là il faut faire très attention, mais ça paraît évident dit comme ça. Il y a aussi une hype autour de l'agentique où effectivement, on va sûrement y aller, mais il ne va pas falloir essayer d'en fourrer au chausse-pied partout, tout comme on essaye aujourd'hui de ne pas fourrer au chausse-pied de l'IA générative partout. Est-ce que ça amène d'autres questions ?